Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler du contrôle des flux de glucose. On peut dire en introduction que les cellules musculaires consomment le glucose pour assurer leurs besoins énergétiques. Le glucose est issu de la digestion des glucides et est donc un nutriment. Et les cellules musculaires puisent le glucose via le plasma sanguin. On peut donc dire que les muscles sont des organes vers lesquels le flux du glucose sanguin est dirigé. C'est ce qu'on appelle des organes consommateurs. Ce flux sanguin de glucose peut être caractérisé par un terme qu'on appelle glycémie, qui correspond à la concentration sanguine de glucose. À jeun, la glycémie est comprise entre 0,8 et 1 g par litre. Elle est donc identique à l'entrée de l'intestin, donc au niveau de l'artère mésentérique, et dans la veine porte, la veine qui conduit le sang en provenance du tube digestif. Le glucose qui provient donc de la digestion des glucides est présent dans la veine porte car il est passé par la muqueuse richement vascularisée de l'intestin en contact direct avec les aliments. On appelle l'absorption intestinale le passage du glucose de l'intestin à la veine porte. La glycémie dans la veine porte peut atteindre un maximum de 2,5 g par litre. Et c'est le foie, un autre organe du tube digestif, qui reçoit par la veine porte le sang en provenance des intestins. Le foie est irrigué par l'artère hépatique et le sang ressort du foie par la veine hépatique. Après un repas, comme on a vu précédemment, la glycémie peut s'élever dans la veine porte à une valeur de 2,5 g par litre. Et on observe que la glycémie diminue fortement au niveau de la veine hépatique, donc en sortant du foie. Sa valeur est ici de 1,3 g par litre. On peut en déduire que le foie a stocké le glucose sanguin. C'est ce qu'on appelle la glycogénogenèse. La glycogénogenèse correspond à la polymérisation du glucose en glycogène. Donc je vais vous expliquer rapidement la polymérisation, mais ce n'est pas à savoir pour le chapitre. Donc pour le cas du glucose, la polymérisation, ça correspond à une réaction chimique entre les différentes molécules de glucose pour donner des molécules de masse molaire plus élevée. Le glucose est ce qu'on appelle un oligomère, et les molécules formées suite aux réactions, on les nomme des polymères. Et c'est ici le glycogène qui est donc un glucide. Les cellules musculaires peuvent également effectuer la glycogénogenèse. On a vu précédemment que la glycémie à jeun était comprise entre 0,8 et 1 g par litre. Sur ce graphique, elle est représentée à 0,8 g par litre. Et on observe que dans la veine hépatique, elle est de 1,1 g par litre. Cela veut donc dire que le foie peut libérer le glucose dans la circulation sanguine. C'est ce qu'on appelle la glycogénolyse, qui correspond à l'hydrolyse du glycogène en glucose. Les cellules musculaires, en revanche, ne peuvent pas effectuer la glycogénolyse. Les mécanismes de glycogénogenèse et de glycogénolyse s'effectuent au sein des hépatocytes ou cellules hépatiques, c'est-à-dire les cellules du foie. Si on fait un petit récapitulatif, on peut dire que la glycémie est toujours comprise entre 0,8 et 1,3 g par litre. 0,8 g par litre correspond à la glycémie à jeun et 1,3 g par litre correspond à la glycémie après un repas. On peut donc dire que la glycémie révèle des légères variations autour de 1 g par litre au cours de la journée. Elle peut un peu diminuer lors d'un effort physique et augmenter un peu après un repas. Il y a donc une relative stabilité de la glycémie, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie glycémique. Le foie est donc un organe de stockage et de régulation de la glycémie qui permet cette homéostasie.
Le foie n'est pas le seul organe du tube digestif impliqué dans cette régulation, il y a également le pancréas. Le pancréas est relié au foie également par la veine porte. C'est un organe amphicrine, c'est-à-dire à la fois exocrine et endocrine. Il contient différents types de tissus. Les tissus discontinus correspondent à la partie endocrine. Ces tissus discontinus forment de petits amas sphériques dispersés qu'on nomme les îlots de Langerhans. Dans le pancréas, il y en a entre 700 000 et 1,5 million. Ces îlots pancréatiques sont richement irrigués. Ils contiennent 3 types de cellules endocrines. Il y a les cellules alpha qui sécrètent l'hormone glucagon. Ces cellules représentent 15 à 20% des îlots pancréatiques. Et il y a les cellules bêta qui produisent l'hormone insuline et qui représentent 65 à 80% des îlots pancréatiques. Et il y a enfin les cellules delta qui produisent la somatostatine et qui sont très peu présentes, environ 3% des îlots pancréatiques. Comme je l'ai dit précédemment, le pancréas est également un organe exocrine. Les cellules exocrines se nomment cellules acineuses. Elles sont situées autour des îlots pancréatiques. Les cellules exocrines sécrètent des enzymes et des bicarbonates dans le tube digestif aidant à la digestion. Le canal de Wirsung correspond au canal exocrine. Donc nous avons vu en détail la constitution du pancréas. Maintenant, la partie qui va nous intéresser et qui est en lien avec le chapitre, c'est la partie endocrine du pancréas. On va s'intéresser aux cellules bêta qui produisent l'insuline et aux cellules alpha qui sécrètent le glucagon. Et nous étudierons les cellules delta un peu plus tard. L'insuline sécrétée par les cellules bêta a un effet hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'elle ramène le taux de glycémie à la baisse. L'insuline agit sur toutes les cellules sauf les neurones. L'effet hypoglycémiant se caractérise par une inhibition de la glycogénolyse, par une diminution de la néoglucogenèse et par une diminution également de la lipolyse. La néoglucogenèse, c'est la fabrication de glucose à partir de molécules non glucidiques. Et la lipolyse, c'est la synthèse des acides gras à partir des lipides. Contrairement à l'insuline, le glucagon a un effet hyperglycémiant. Il agit principalement sur les hépatocytes, mais également sur les adipocytes, c'est-à-dire les cellules qui constituent les tissus adipeux. L'effet hyperglycémiant se caractérise par une diminution de la glycogénogenèse, par une diminution de la glycolyse, c'est-à-dire la consommation de glucose pour la respiration cellulaire, et une augmentation de la glycogénolyse. Le message hormonal est codé par la concentration sanguine des 2 hormones pancréatiques. Par exemple, une hyperglycémie entraînera une forte sécrétion d'insuline et une diminution de sécrétion de glucagon, vers un retour progressif de 1 g par litre. Le message hormonal s'adapte en permanence car les 2 hormones ont une demi-vie d'environ 6 minutes. Les cellules cibles des hormones possèdent des récepteurs de nature protéique sur lesquels l'hormone se fixe sur un site spécifique par complémentarité de forme. Les récepteurs à insuline sont présents sur les membranes des cellules musculaires et hépatiques et les récepteurs à glucagon sont situés sur les cellules du foie et les adipocytes. La fixation de l'hormone sur leurs récepteurs modifie leur structure tridimensionnelle, ce qui déclenche une cascade de réactions intracellulaires. Parmi ces réactions, il y a des réactions enzymatiques, qui conduisent par exemple à la glycogénolyse ou à la néoglucogenèse, etc.
Cet ensemble de réactions intracellulaires constitue la réponse hormonale. Par exemple, la réponse hormonale de l'insuline suite à une hyperglycémie, c'est la glycogénogenèse. On peut donc évoquer un nouveau terme, c'est celui du bilan hépatique. Comme c'est écrit, le bilan hépatique permet de savoir s'il y a une production ou une dégradation du glycogène par le foie. Pour cela, on soustrait le taux de glucose sortant du foie par le taux de glucose entrant dans le foie. Toujours dans le cas d'une hyperglycémie, l'insuline va avoir pour effet de diminuer le bilan hépatique, c'est-à-dire qu'il y aura moins de glycogène qui va sortir du foie. Il y aura donc une production de glycogène. Les différentes réponses hormonales nécessitent donc le passage du glucose du plasma sanguin dans le foie ou inversement. Cependant, comme la quasi-totalité des molécules, le glucose ne peut pas passer à travers la membrane plasmique. Il existe donc des transporteurs de glucose enchâssés dans les membranes plasmiques qu'on nomme transporteurs GLUT. Il existe une quinzaine de transporteurs GLUT, mais tous ne peuvent pas transporter le glucose. Le transporteur GLUT2 est localisé sur les membranes des cellules du foie et sur les cellules de l'intestin grêle, et il assure un transfert bidirectionnel du glucose. Le transporteur GLUT4 est enchâssé dans les sarcolemmes et dans les membranes des tissus adipeux, et il assure un transfert unidirectionnel du glucose. Donc les cellules musculaires ont des réserves de glycogène privées. La fixation de l'insuline sur son récepteur augmente l'arrivée de transporteurs GLUT4, ce qui veut donc dire que la capacité d'absorption de glucose est augmentée. Il peut survenir différentes altérations à ces mécanismes. En effet, la sécrétion d'hormones peut être inhibée, les sites de fixation peuvent être inaccessibles et les transporteurs peuvent être endommagés. Tous ces potentiels problèmes causent une mauvaise régulation des flux de glucose, ce qui peut entraîner une hypoglycémie sévère. Cette hypoglycémie sévère affecte les neurones, dont l'unique nutriment est le glucose. C'est donc une situation d'urgence. Il peut également survenir des hyperglycémies modérées qui conduisent au diabète. En France, plus de 5% de la population est touchée par le diabète. Il se caractérise par une hyperglycémie chronique. Il existe plusieurs types de diabète, mais le diabète de type 1 et de type 2 sont les plus fréquents. Le diabète de type 1 représente 10% des cas en France et il est insulinodépendant. On va revenir sur ce terme après. Il se déclare chez les jeunes individus avec une parité égale entre les deux sexes. Les symptômes physiologiques sont un amaigrissement malgré une alimentation normale et une activité physique. Il y a également très fréquemment une asthénie et des douleurs abdominales. Il y a également une polydipsie qui s'accompagne très fréquemment d'une polyurie, c'est-à-dire d'une envie d'uriner fréquente. La glycémie peut atteindre 4 grammes par litre, ce qui est énorme. Et elle s'accompagne bien évidemment d'une glycosurie, c'est-à-dire d'un rejet du glucose dans les urines. Des corps cétoniques sont rejetés et ils deviennent toxiques lorsqu'ils sont accumulés. On va voir après pourquoi est-ce qu'il y a des corps cétoniques. La cause du diabète de type 1 est une réaction auto-immune, c'est-à-dire qu'il y aura une destruction des cellules bêta sécrétrices d'insuline par le corps. Sans insuline, il n'y a plus d'action hypoglycémiante, les cellules n'absorbent plus assez de glucose sanguin, c'est donc une cause, par exemple, de la fatigue. Comme il n'y a plus de glucose, les cellules dégradent les lipides et les protéines. Cette dégradation de lipides et de protéines conduit à la formation d'un métabolite qu'on nomme corps cétonique. Les conséquences peuvent devenir potentiellement graves. Il y a tout d'abord des étourdissements, des nausées, une acidocétose diabétique, donc c'est la sécrétion de corps cétonique en abondance,
des problèmes cardiaques et circulatoires peuvent survenir. Pour les patients atteints de diabète de type 1, le traitement consiste en une injection quotidienne d'insuline. Malgré l'insulinothérapie, il peut exister des risques d'hypoglycémie et d'hyperglycémie assez fréquents et majeurs. On dit alors que ce diabète est insulinodépendant, car seule l'insuline est mise en cause. Maintenant, le diabète de type 2. Donc c'est un diabète qui est contraire au diabète de type 1 car il est non insulinodépendant. Il se déclenche à partir de 40 ans et il n'y a pas de symptômes physiologiques. Les causes sont multiples. Il y a la sédentarité, l'alimentation non équilibrée et une prédisposition génétique qui est importante. Ces différents facteurs conduisent à une diminution du nombre de récepteurs à insuline et du nombre de transporteurs GLUT. Différents paramètres médicaux peuvent être observés, par exemple une hypertension artérielle, une hyperglycémie à jeun, une hypertriglycéridémie, donc c'est-à-dire un excès de graisse, et comme le diabète de type 1, une glycosurie. Donc le déclenchement de ce diabète est progressif. Tout d'abord, l'insuline perd de son efficacité sur les cellules cibles. Pour contrer cela, les cellules bêta augmentent la sécrétion, mais la production d'insuline devient de moins en moins efficace. Et comme dit précédemment, il y a moins de transporteurs GLUT. Donc ces facteurs entraînent une insulinorésistance des cellules cibles. Certaines cellules bêta peuvent également se différencier en cellules delta. Donc nous avions évoqué ces cellules au début de la vidéo. Et ces cellules delta ont pour fonction d'inhiber les sécrétions pancréatiques en sécrétant la somatostatine. Et bien sûr, l'inhibition des sécrétions pancréatiques ne concerne pas les cellules delta. Les cellules bêta finissent par être totalement altérées, la production d'insuline qui n'était pas efficace diminue, et il y a ce qu'on appelle une hyperglycémie modérée qui se met en place. Donc ce taux d'hyperglycémie modérée est d'environ 1,10 à 1,26 g par litre. On parle donc d'un état prédiabétique. Au fur et à mesure des années, le taux d'hyperglycémie va dépasser les 1,26 g par litre. On parlera donc de diabète de type 2. Les conséquences sont assez similaires à celles du diabète de type 1, c'est-à-dire des problèmes cardiaques et circulatoires et une artérite des membres, et également des problèmes aux yeux. En revanche, les traitements sont plus divers. Il y a un régime et une rééducation alimentaire, une activité physique qui augmente la synthèse de transporteurs GLUT, et différents médicaments pour augmenter les effets de l'insuline, et également certains médicaments pour diminuer l'absorption intestinale de glucose. Le diabète, de manière générale, augmente le risque d'infection, qu'elle soit virale, bactérienne ou fongique. Voilà, c'est donc la fin de la vidéo sur le contrôle des flux de glucose.